c'est bon? Oui. Alors moi, j'ai mon conducteur, parce que Pas son c'est moi conducteur. qui conduit Est-ce qu'on tout ça, cet entretien. Ok, et ben on commence? On Madame la commence. présidente. C'est Mimi Laili. Bouge de là, Mais c'est c'est moi ta qui fais. Y a quoi? C'est pas sa vidéo, c'est ma vidéo. C'est moi qui mène cet entretien avec vous, chers camarades. On n'a pas de micro. Je trouve que ça manque. Ouais, Donc on va imaginer un air micro. Très bien. Nous sommes donc avec... Amélie Vanuse, c'est moi. C'est Mimi Laili en fait. Je crois que vous me connaissez déjà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mimi Laili? Amélie Vanuse. Alors, à part être prof de physique-chimie, je suis surtout autrice et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Exactement. Voilà. Nous sommes également avec... Marine. Surtout. J'ai pas entendu, T'as pardon. dit quoi, Lupi? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les lectures. Donc ton métier principal du jour, c'est lectrice. Oui, c'est vrai, lectrice. Nous sommes avec Marine Duchemin. Marine, je vous laisse vous présenter. Je suis naze pour ce genre d'exercice. Alors, Marine, elle est autrice de livres. Un seul pour le moment qui a été pas publié. Un deuxième Qui est enfant. paru, un deuxième en cours. Tu es également bêta-lectrice et correctrice Professionnelle. professionnelle. Donc tu as l'habitude de voir, je tiens toujours mon micro, tu as l'habitude de voir et de lire tout un tas de textes, pas toujours aboutis. Et donc là tu vas pouvoir donner ton expertise sur le texte qu'on a lu aujourd'hui. Enfin, Gros expertise, gros syndrome de l'imposteur, voilà. ton expertise. Et nous sommes en duplex avec la technologie. Charlène Lecor, je te laisse te Ouais. présenter. Alors, moi c'est Charlène, je suis connue sur YouTube sur Rendez-vous page 99 où je fais de l'analyse de la dite page 99 et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Et d'un autre côté, je suis aussi autrice, j'ai écrit Le Collier et La Mansarde jusque-là. Et peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard, sait-on jamais. On a hâte de lire ça. Et nous sommes avec Gizmo, manifestement. Avec Rosario Gandossi. T'as osé le gizmo. Je te laisse te présenter, Rosa. Eh ben moi je m'appelle Gizmo, j'apparais dans un film très célèbre des années 90 qui s'appelle Les Gremlins. Qui est un de Je sais nos pas si vous préférés. connaissez. Je rigole. Moi c'est Rosario, Rosa. Et je suis autrice et bêta-lectrice et correctrice professionnelle aussi. Voilà. Voilà, donc vous avez toutes un regard à la fois de lectrice, d'autrice, et pour certaines de correctrice et bêta-lectrice. Donc on va pouvoir viser large. Métier du livre, de manière exactement. générale. Et toi, tu es? Moi, je suis la journaliste actuellement. Moi, je suis prof doc. C'est la dame du CDI. Ouais, personne ne sait ce que c'est. Et j'ai décidé que j'allais conduire cet entretien parce que je fais ce que je veux sur la chaîne de mes copines. Exactement. Voilà le projet. Finalement, elle a choisi et elle a bien raison. Toi aussi, Exact. du coup, tu as l'habitude de lire énormément. Je lis des livres, ça m'arrive. Voilà. Un Il peu. faut le préciser. En ta vraiment. qualité de prof doc. Par exemple, j'ai lu son livre à elle, j'ai lu un bout de son livre à elle, et j'ai lu la moitié du livre de Charlène qui est en duplex. Et pas du tout les livres de Rosa. Non, mais je les ai achetés. Ah, bien joué. Ça va venir. T'as déjà 2 lectures qu'il faut que tu finisses. Voilà, donc ça va venir. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui Alors, Amélie, tu as teasé un peu le truc dans tes vlogs et autres machins, qu'on avait une lecture commune, presque commune. En tout En cas, duplex. donc on a d'un côté Charlène et Rosa qui ont lu un livre, et nous trois, on en a lu un autre de la même autrice. Qui veut drop the name? Ah bah c'est ma chaîne. Vas-y, drop the name. Nous avons lu des livres de Jupiter Phaeton. Cette autrice très prolifique. Prolifique. Alors, Extrêmement prolifique. moi j'ai pris des Extrêmement notes. prolifique. Oh là là. Moi j'ai pris des notes sur elle pour vous expliquer un petit peu qui est Jupiter Phaeton. Déjà, ça veut dire Jupiter. Je pose ça là. Jupiter. Alors, je comprends que ça fasse rire Gizmo. Cette histoire de nom, on y reviendra tout à l'heure, mais appeler un chat un chat, dans tous les Super. sens du terme. Voilà, On a très belle intro.
On a des Gizmo, infos à drop. Alors, Bon. qu'est-ce qu'elle a fait? adorable. Ah oui, Gizmo est merveilleux. adorable. Oh. Je me focus pas sur Gizmo, je me focus sur mes notes. Donc Jupiter Phaeton, elle a lâché son boulot classique en 2018 pour se consacrer entièrement à l'écriture de livres. Depuis 2018, donc c'était il y a combien de temps 2018? 7 ans. 7 ans. En 7 ans, Je peux pas me demander les chiffres, je sais pas. elle a... Donc en 7 ans, qu'est-ce que tu dis? 2018, c'était il y a 1 an ou 2, pas plus. Oui, non, ouais, c'est Désolée de vous clairement. le dire, mais donc 2018 c'était il y a 7 ans et elle a écrit une centaine de romans en 7 ans. Et des gros pavés, hein. Ah oui, Pas parce des que, petits parce trucs. que ce qu'on a lu, ça faisait 480 pages. Ça faisait 74 chapitres. Voilà. Donc Après, le chapitre sur deux. Indécent. C'est indécent. Ouais. c'est indécent. On va C'est indécent. revenir sur ce... Si j'avais été chez moi, j'aurais sorti un descend pour vous faire la blague du c'est indécent. Pardon. Ouais, je l'ai aussi en tête. Merci. Oh. Merci, Lupi. La blague de rôliste par excellence, tu sais. Enfin, c'est... De ouf. Recentrons le débat. Donc en 2020, elle a publié 16 livres. Oh là là. 16 Ah, livres. Ça fait ouais. plus d'un par mois. Par mois, quoi. Voilà. Donc les thèmes principaux de ce bouquin, c'est de l'urban fantasy / de la fantasy. Oui, je dis slash. Ça tourne autour de la magie. Il y a de la romance. Ouais. Elle nous dit qu'il y a de l'humour. Ça, je vous laisserai juger. Et on est sur du young adult. Donc des romans post-ado, quoi. Donc en fait, ça pourrait nous plaire. Début adulte, dans Ouais. young adulte, il y a le mot adulte. Ouais, Hein. ouais. C'est vrai. Oui, c'est des romans qui sont tout à fait dans la tranche de ce que je lis, en tout cas. Bah moi aussi. Voilà. Je travaille en lycée. Hein. Je lis des trucs jeunesse et des trucs jeunes adultes. Voilà. Donc voilà. Quels sont... voulez-vous drop the name du livre que vous avez lu? Le livre que vous avez lu. Alors, nous, on a lu Le trône du magicien. Le trône des magiciens, pardon. Le défi de la couronne. Le défi de la couronne, exactement. Donc le tome 1. Exactement. Parfait. Et nous avons lu L'Académie des Dragons, le tome 1 de Kira's Tomb Raider. Exactement. Oh, trop forte. Alors, j'ai noté quand même que pour le trône des magiciens, dans les tags qu'elle met sur son site pour orienter votre choix, elle nous met que c'est de la fantasy épique, de l'urban fantasy et un univers riche. Je l'ai pas lu. Vous en faites ce que vous voulez de cette info. Et nous, c'était de la fantasy épique / romance. J'adore les têtes. Moi alors déjà, question première, pourquoi on s'est mis comme objectif de lire un livre de Jupiter Phaeton? Bah, parce que déjà on était très intrigués par l'effet très prolifique de cette autrice et du coup on s'est quand même pas mal interrogé sur mais comment est-ce qu'on peut arriver à pondre plus d'un livre par mois. Surtout quand il fait près de 500 pages. Oui, c'est pas des Le petits romans. questionnement, c'était aussi avec une telle vitesse d'écriture, est-ce que derrière il y avait vraiment de la qualité ou pas? Oui. Et à la base de tout ça, faut se le rappeler, il y avait il y a l'une d'entre nous qui a partagé un reel de Jupiter Phaeton où elle faisait une pile avec tous ses bouquins. Qui était plus grande qu'elle. Ça faisait une pile plus grande qu'elle. Je sais plus. C'était moi. C'était pas Marine qui avait. Non, c'était moi. Non, c'était Mimi. Ouais, c'était moi. C'était Mimi. À la base, cette lecture commune, il y a ce reel en fait. Et là, on s'est dit, et si on lisait un de ces romans pour voir. Mais oui, quelle bonne idée. Qu'est-ce que ça donne, quoi, finalement? Qu'est-ce que ça donne? Ouais, parce que c'est pas des petits livres, il y a plusieurs sagas qui ont été écrites. 16 sagas. J'ai noté qu'elle en a 16. Voilà, 16 sagas. À un moment donné, faut pas passer à côté du phénomène quand même. On 16 va pas sagas. mourir bête. Exactement. Et sur ces 16 sagas, elle en a quand même la plupart qui sont terminées. Mais elle en a encore 2 ou 3, je ne sais plus, en cours. Dont Kira's Tomb Raider. Qui est donc Déjà celle qu'on a 7 commencé tomes à quand lire. même. Il y a déjà 7 tomes. Tout à fait. Comment vous avez fait pour choisir le livre que vous avez choisi au final? Parmi ces 16 sagas, pourquoi celui-ci? On écoute la team. Le plus quand même, non? Je l'aurais pas formulé comme ça, mais oui. On s'était dit, le trône des magiciens, ça doit... On s'était dit, il y a des magiciens,
Ouais, voilà, il y avait pas de fille avec un loup, ça parlait pas de dragon, c'était... Ouais, allez, ça a pas l'air trop cucu, on y va. Et nous, alors, Marine nous a suivis dans cette lecture commune parce il se trouve qu'elle est en vacances avec nous et qu'on l'a lu en audio. Mais nous, au départ, on l'a choisi parce que sur la couverture de Kira Storm Rider, tome 1, l'Académie des Dragons, il y a un dragon qui ressemble à une gargouille. À une gargouille pas très belle. Tu nous mettras la couverture. Ouais, là, je mettrai la couverture. dans ma main, là. Voilà, sur ta tête. Disons que la couverture était assez intrigante et... Non, la gargouille était moche, ça nous a fait gueulerie. Arrête, s'il te C'est plaît. méchant, faut pas Parce dire qu'il y a eu ça. un travail de graphiste derrière. Faut pas insulter le travail du graphiste. Il a J'ai rien le- demandé, tu Oui, vois. mais j'ai le droit, moi, de la trouver esthétiquement discutable. Et bah dans ce cas-là, Ouais, c'est bien dit, ça. c'était goût. C'était tes goûts. Mais disons que la couverture était intrigante. Voilà, les dragons c'est à la mode. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que mon livre préféré du monde, c'est Eragon. Il y a aussi la tendance un Ouais. peu Forswing en ce moment Ouais. qui cartonne pas mal. C'est vrai. Donc C'est vrai. c'est vrai que là c'est un peu le moment de lire du dragon. Bon, alors avant de se lancer à fond dans le sujet, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez pensé du livre que vous avez lu? Commence, Marine. On a commencé non, par Marine. C'est-à-dire, qu'est-ce que je te donne un avis global? Je te Ouais, un donne avis global, précis. global en quelques mots. Ah bah j'ai DNF. Précise ce que c'est le DNF. DNF, c'est-à-dire que je n'ai pas terminé ma lecture. On n'est pas allé, enfin en tout cas moi je ne suis pas allée au-delà des 35 J'ai pas premiers fini. pourcents. C'est pas une lecture à laquelle j'ai accroché, c'est pas une lecture à laquelle je m'adonnerais en tout cas, et voilà. Merci. Mimi? Bah du coup, comme on l'a lu ensemble, on s'est arrêté au même endroit. On a décidé J'ai- collectivement on a d'arrêter. décidé collectivement d'arrêter à cet endroit-là parce et moi, faut le savoir, c'est la première fois de ma vie que je DNF un livre. Je crois que Marine aussi d'ailleurs. Et voilà. Et donc, en fait, c'est vrai. Et pourtant c'était des vraiment... lectures discutables, j'en ai Et vu moi aussi. Et c'était un peu éprouvant en fait. Je n'étais attachée à rien finalement et j'étais pas dans l'histoire. Je m'endormais sur la lecture commune. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, on arrête les frais quoi. Ouais, j'ai écouté, j'ai arrêté en même temps que vous. Je suis pas censée donner mon avis, je suis L'intervieweuse. l'intervieweuse, mais je le donne quand même. C'était pas terrible. Voilà. Et du coup, vous, en duplex, qu'est-ce que vous avez pensé du Trône des Magiciens? Et ben nous, on a DNF aussi. Ah bah super. Ah bah ouais, super. Alors, on s'est arrêté, je crois, chapitre 15-16. Je sais plus. D'aller un peu plus Je loin. sais pas, c'est toi qui as le truc, donc... Je crois qu'on a lu quand même un bon tiers du bouquin. Et Ah oui. mais en fait, c'était pas passionnant. Alors, moi, je trouve que bon, ça se lit, ça s'écoute, parce qu'on l'a lu en livre audio, du coup. Je crois que c'est la première fois que je DNF un livre audio, d'ailleurs. Et ça se lit, ça s'écoute, il n'y a pas de problème, mais c'est pas passionnant, quoi. Donc pas passionnant. En fait, ça revient beaucoup à ce que disait Mimi, c'est-à-dire que dans l'autre en tout cas, je me suis attachée à rien, je me suis attachée à personne surtout, et ce qui me fait rester dans un livre, c'est essentiellement les personnages. Et du coup, quand t'es attaché à rien, en fait, ce qui se passe, tu t'en fiches, quoi. Et t'es là, t'écoutes, et on va peut-être revenir dessus après, sur les pourquoi, mais moi, il y avait plein de choses qui me posaient problème, en fait, sur la forme, enfin... Au-delà du fond qui, moi, ne me passionnait pas des masses, voilà, il y avait plusieurs facteurs qui ont fait que, trop de livres à lire pour rester sur celui-là, quoi. En fait, on a vraiment essayé. Je tiens à dire qu'on a vraiment essayé de lire. Et ouais, en fait, on n'était pas dedans, quoi. Ouais. Et puis, alors, faut dire que là, en ce moment, en lecture commune avec Lupi, du coup, Tu peux dire en rivaliser, hein. il était en concurrence avec la trilogie du soleil de Joan Elliott. Et il n'y a pas photo, quoi. Ouais, non, c'est autre chose, hein. Faut quand même Donc, retenir que voilà. ce sont pas des DNF de flemme. Non. Parce qu'on a quand même poussé le truc. Nous, alors au total, il doit y avoir une dizaine d'heures d'écoute. On en a écouté quasiment 3,5. Donc il y a quand même eu. On a fait, On a fait un vraiment- tiers du on a fait bouquin, un tiers du bouquin. On est arrivé, on a fait plus d'un tiers du plus d'un tiers du bouquin. On est arrivé au chapitre 27, nous, sur 74, du coup.
Et c'est pas des DNF de oh vas-y flemme on s'arrête quoi. On a vraiment essayé. On a essayé de s'accrocher. Non, pour l'expérience, on voulait vraiment aller au bout, mais à un moment, bah non. C'est ça, c'est on s'est dit, on a vraiment tellement de choses à lire, tellement de trucs meilleurs à lire que pourquoi on se perdrait notre temps en fait. On l'a vraiment vécu comme ça. Je précise que j'aurais vraiment aimé vivre l'effet inverse, justement pour comprendre un peu l'engouement et de me dire que quand même derrière il y avait quelque chose quoi. Mais et puis surtout se dire que pour une autrice si prolifique, on peut allier la qualité avec la quantité. Là, vu l'expérience de lecture qu'on a, on ne peut pas faire ce constat pour l'instant, en tout cas pas avec ce qu'on a lu. Non. Donc sur 2 livres différents quand même. Sur deux livres différents et on est 5 à avoir lu quand même. Hein. Voilà. C'est pas juste une personne qui a décidé d'arrêter toute seule dans son coin, c'est vraiment une décision collégiale. Là. Ouais, tout à fait. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer le livre que vous avez lu dans l'Académie des Dragons? Donc c'est l'histoire de Kira qui est une Shona et qui arrive à l'Académie d'Améthyste. Et les Shona sont une population qui est stéréotypée et comment est-ce qu'on dit Racisée, stigmatisée, mise de côté, vraiment diabolisée même je dirais, par le reste de Valen, c'est ça, c'est Valen. Discriminée, merci Lupi. Discriminé, oui c'est bien, c'est un beau mot. Donc par le reste de Valen, je crois, c'est ça hein, c'est Valen. Et parce qu'on a plus parlé d'Améthyste que de Valen. Que de la ville de Valen. Donc elle arrive à cette académie, elle est hantée par des rêves sur les dragons, alors que c'est une espèce qui a priori n'existe plus. Et elle va commencer à suivre des cours de soins aux créatures surnaturelles. Et afin de créer un espèce de lien, Luffy elle a sauté au plafond, un espèce de lien avec justement des créatures surnaturelles. Et du coup, elle fait des rencontres. Et son objectif du coup, c'est de se lier avec un dragon, alors que d'après le reste des gens, ils ont disparu. Voilà l'histoire de Kira. Alors, le trône des magiciens, en quelques phrases, pour résumer l'histoire. T'as lu Game of Thrones? Non, j'ai pas lu Game of Thrones, moi. Tu mixes les deux. Entre Game of Thrones et quoi? Non, je dirais pas jusque-là, parce que Game of Thrones, c'est 1000 fois plus complexe que ce qu'on a là. Non, en fait, on va suivre... Comment elle s'appelle déjà? C'est H... Alors son nom de famille c'est H, on s'en souvient parce que cette famille a les cheveux blancs et leur symbole c'est le phénix. Voilà, on revient et c'est les H. Enfin bref, cette jeune fille, elle a été reniée par sa famille de magiciens, parce qu'elle n'a développé aucun pouvoir. Comme ce sont de gros élitistes, du coup elle a été reniée, c'est un peu comme une crack-wall. Alors je vais faire beaucoup de références à Harry Potter, mais avec Jupiter Phaeton on est à bonne école pour ça. Et elle apprend dans le premier chapitre que son père est décédé, son père étant le roi actuel des magiciens. Donc elle est conviée, entre guillemets, clandestinement par son frère à l'enterrement de leur père, donc auquel elle se rend, malgré toutes ses réticences, voilà. Et bien sûr, ils ne l'ont pas conviée par, entre guillemets, bonté d'âme, mais parce qu'ils ont besoin d'elle. Pourquoi? Pour qu'elle puisse appuyer le choix de son frère aîné pour la succession du paternel. Voilà, bien évidemment, comme on dit, et comme c'est prévu, elle ne va pas voter pour lui, elle ne va même pas voter pour les autres qui se présentent, elle va voter nul. Ce qui enclenche une égalité des camps, et pour départager en fait les deux concurrents, il va y avoir ce qu'ils appellent le défi de la couronne, donc une épreuve où ils vont devoir s'affronter, et le grand gagnant sera couronné et sera roi de plein droit sur les autres, voilà. Le roi des magiciens. Le roi des magiciens. Il montera sur le trône des magiciens, finalement. C'est ça. Ils sont forts ces auteurs. Donc on va revenir un peu plus sur le contenu du livre, sur l'intrigue. Alors, moi j'ai noté, parce que j'ai quand même parcouru beaucoup son site à Jupiter Phaeton, elle se définit comme Qui est très vaste.
qui est très vaste. Elle a un site, elle en a même plusieurs des sites parce qu'elle a un site vraiment dédié à ses livres, avec notamment une carte mentale pour visualiser quel livre, très intelligent. Ça, il est lequel hyper tu, bien fait, ouais. ouais, Très intelligent. par quel livre savoir commencer, lequel voilà. va correspondre, enfin, c'est... Ça, il est bien fait, hein. Et elle a un deuxième site où elle accompagne des auteurs pour écrire. Ouais. On y reviendra plus tard. Mais donc, elle se définit sur son site comme une autrice machiavélique, ce sont ses termes, car elle aime mettre ses personnages dans des situations difficiles pour voir comment ils vont s'en sortir. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé dans les lectures que vous avez faites ? Pas du tout. Non, Tellement pas. et en fait, moi je vais avancer l'argument de c'est pas les personnages qu'elle place dans une situation, c'est plutôt la situation qui tourne autour des personnages. En fait, c'est vraiment le... J'ai l'impression qu'elle a une trame narrative et qu'elle articule ses personnages en fonction de la trame narrative et du chemin qu'elle choisit, au lieu d'articuler la trame autour de ses personnages. Ce qui fait qu'elle peut être machiavélique dans ce qu'elle écrit, mais c'est pas je place mon personnage dans une situation et je l'observe se dépatouiller. C'est pas un rat de laboratoire dans une cage. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que j'ai ressenti du tout ma lecture. Moi, j'avais vraiment l'impression... je suis désolée, j'ai coupé tout le monde. Moi, j'avais vraiment l'impression que les situations, effectivement, s'enchaînaient et n'étaient pas forcément cool, mais tout glisse sur les personnages comme si rien n'avait d'impact. Pas d'importance, pas de conséquences, pas d'importance, pas d'impact, ni psychologique, ni physique, ni physiologique, ni dans les amitiés, ni dans les liens sociaux, ni rien. Physique, il y a des fois elle se blesse, etc. Oui, mais après... en fait, dans les... ça passe en un chapitre ou deux, en fait. Même pas. On dit qu'elle se blesse, on voit le sang, on sait qu'elle s'est bandée et elle n'a pas de difficulté. Là, en l'occurrence, c'est une blessure à la main. Elle n'a pas de difficulté à attraper quelque chose, à se tenir avec cette main, à continuer d'escalader ce qu'elle est en train d'escalader. Donc, effectivement, il y a eu une blessure, mais elle n'impacte pas physiquement le personnage. Enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue. C'est la sensation que j'ai eue aussi. Alors, de l'autre côté... Pareil, en fait. Ça a donné l'impression d'être très mécanique, en fait. En fait, tu devines très bien le schéma narratif qu'elle va suivre. Et puis, oui, j'ai pas eu cette sensation non plus d'impact comme ça sur les personnages. J'ai plus l'impression d'avoir, comme vous dites, en fait, les situations qui s'enchaînent, mais sans forcément avoir l'impact émotionnel derrière, quoi. Et puis les changements dans les arcs narratifs des personnages. Parce que, je veux dire, quand tu as 30% du livre, il doit y avoir quand même des choses qui ont été vécues, des choses qui ont été mises en place. Soit il y a des débuts de changement, des débuts de prise de conscience. Et j'avais pas cette sensation vis-à-vis en tout cas, des personnages principaux et même des personnages secondaires qui sont à côté, quoi, et qui vivent l'histoire également. Et on n'a pas vraiment de... Je sais pas, il n'y a pas d'évolution, quoi. Il n'y a pas de sensation d'évolution. C'est vrai. Non. Alors, en fait, t'as objectivement des enjeux, mais ça glisse sur eux. C'est-à-dire qu'ils sont là, ça se passe, ok, très bien. Mais comme de toute façon, t'es pas forcément attaché au personnage, ces enjeux, ils ont pas de poids, c'est du vent, on s'en fiche de ce qui peut leur arriver, quoi. On a eu cette sensation de platitude. En fait. Ouais, puis tu sens pas de difficulté pour les personnages, et puis quand il y en a une, elle est réglée très rapidement et de manière très... Ah ça tombe bien, dis donc. Donc la mise en difficulté des personnages, je vois pas très bien où elle est, quoi. Et puis les rebondissements qu'on a eus dans notre lecture, en fait, ils sont convenus. Oui, ils sont très convenus, hein, Nous, dans notre tome, il y a à un moment donné, la protagoniste, qui a le choix de voter ou pas pour son frère pour qu'il devienne roi, tu sais qu'elle va pas voter pour lui. Parce que si elle vote pour lui, il n'y a pas d'histoire. Oui, après ça oui, c'est convenu, mais n'importe quelle histoire, en fait, ça le serait aussi. Oui, mais je veux dire, en fait, le problème, c'est que là, tout est comme ça. En fait, ils ont fait tout un prétexte en disant qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va voter pour elle, alors que dès le début, tu sais que sa famille, elle en a rien à foutre, que c'est réciproque, donc bien évidemment qu'elle va pas voter pour lui. Là, à la rigueur, où il y aurait un peu de suspense, savoir est-ce qu'elle va voter pour celui d'en face ? Non, parce que celui d'en face, elle en a rien à foutre. Donc forcément,
elle va voter pour personne. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils font durer un suspense qui n'a pas forcément lieu d'être, en fait. Le suspense, il aurait dû être placé sur qu'est-ce qui va se passer si jamais elle fait ça. Alors que pas une seule fois, il l'aborde. C'est vrai que dans n'importe quelle histoire, oui, en fait, dans tous les cas, tu sais que sinon il n'y a pas d'histoire. Donc c'est un peu l'élément qui déclenche le scénario. Mais oui, c'est traité avec platitude, en fait. Ouais. C'est que finalement, t'es pas avec elle, t'es pas dans le truc, quoi. Et c'est comme ça pour toutes les actions, pour tous les rebondissements. Donc, on avait parlé juste avant des rebondissements dans les situations que vivent les personnages. Alors moi, je me suis noté qu'elle faisait des cliffhangers à chaque fin de chapitre. C'est pas vraiment des cliffhangers, c'est des coupures. Ah, Non. voilà. Parce que je suis désolée, un cliffhanger, ça se présente pas comme ça. En fait, faut que tu aies un élément que tu vas suspendre, mais avant cet élément, faut que déjà cet élément, il y ait un sacré enjeu derrière pour appuyer le poids et pour provoquer du suspense au moment de la coupure. Et des fois, c'est juste des coupures, c'est tronqué et tu n'as pas cette attente, ce suspense. Et avant, pour créer le suspense, on a un étirement en fait du temps. Tu as ce temps qui s'étire, avec cette attente qui monte, et là, t'as le cliffhanger. Donc Et je parce- reformule. Voilà. Et là, t'as la bombe. Et là, t'as la bombe. Je reformule, j'ai Et y l'impression a pas de qu'elle débat, hein. cherche à faire des cliffhangers à chaque fin de chapitre. Moi, j'ai cette impression. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors déjà, ce sont pas des cliffhangers, comme je viens de le dire. Voilà. Non. Ce sont pas des cliffhangers, et je trouve ça... personnellement, je dis bien à titre ultra personnel que c'est pas ma tasse de thé. Pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est vraiment... la sensation que j'ai eue, c'est que c'était des coupures qui étaient archi artificielles et que c'était juste pour essayer de pousser le lecteur de manière artificielle à poursuivre la lecture, alors que parfois, juste la chute d'une action ou d'un chapitre, une action qui se termine et voilà, une chute tout simplement, qui n'a pas forcément besoin d'être brutale, qui n'a pas forcément besoin de... voilà, quand il y a de l'émotion, il n'y a pas forcément de la brutalité, des fois c'est juste une attente qui se termine, un chapitre, une action qui se termine, et des fois juste terminer en douceur, c'est tout aussi bien. Oui, faire des cliffhangers, c'est un bon moyen de créer un page-turner, on va pas se mentir, mais en faire un systématiquement à chaque chapitre, le lecteur le voit venir, ce qui est redondant devient ennuyeux. Ça, faut le savoir en écriture. Tout ce qui est redondant est ennuyeux. Et forcément, en fait, on a vraiment cet effet. Si ça marche sur les 2-3 premiers chapitres, après, on sent que c'est artificiel et c'est très lourd. Et C'est mon L'action la ressenti plus- personnel. Et le fait qu'elle en fasse à chaque fois, résultat, on a arrêté. Oui, ça n'a pas créé un page turner pour nous déjà. Voilà. Tu voulais dire, on t'a coupé? Non, je disais que même la plus épique des actions, si elle est répétée constamment, elle en devient ennuyeuse parce que tu la prévois. Et l'aspect un peu nouveauté et épique, ça se dilue et au final, elle est plus là du tout. C'est ça. Oui, tout à fait. Même si là, de base, il n'y a pas forcément... Je le dis sans condescendance aucune, mais il n'y a pas eu d'épique de toute façon, donc c'était pas... Ouais, il n'y avait pas cet aspect cliffhanger, il n'y avait pas d'épicness, il n'y avait pas... Voilà. Vraiment, tout ce qu'on dit, c'est sans condescendance et sans vouloir être méchante parce que l'autrice... Du constat, hein. L'autrice a quand même du talent parce que faut en avoir à un moment donné pour écrire 16 bouquins en une année. Enfin, on peut pas retirer Alors, à Jupiter du talent, Phaeton... Du talent, je sais pas, mais la détermination et l'endurance, oui. Alors ça, on peut dire, oui. Non, mais elle a quand même écrit 16 bouquins en un an, elle a écrit plus d'une centaine de romans en 7 ans, faut rendre à César ce qui appartient à César, elle a quand même du mérite pour ça, elle a un business plan qui cartonne, Qui fonctionne. Qui fonctionne très bien. cartonne, et ça marche, et tant mieux pour Et elle. on l'a découverte sur les réseaux sociaux et on s'est dit on va faire une lecture commune. Exactement. Preuve que elle Ça intrigue. marche. Et ça marche. Oui. Bon, on va y revenir à tout ça. D'abord, j'ai une question toute bête pour rejoindre ce qu'avait déjà dit Charlène. Quelles influences vous voyez dans ces livres? À part Harry Potter, du coup. Là, dans celui qu'on a lu, c'était vraiment Harry Potter à fond, au point où elle le cite même carrément.
On a des citations de Dumbledore Ah ouais? au début de chapitre. C'est même dans la diégèse de l'histoire, quoi. Après, on a parlé de Game of Thrones aussi, déjà, bon, ça me paraît évident. Moi, j'ai pas du tout ressenti les influences de Game of Thrones. Peut-être que si, les familles avec les anglais. Ouais, si, ouais. Même, hein. Tara Duncan. Tara Les Duncan. familiers, Nous, là, les familiers, le lien avec les familiers, c'est Tara Duncan. Ah, puis soit aux créatures surnaturelles, soit aux créatures magiques. C'est vrai que l'influence est quand même patente, quoi. Mais en fait, j'aurais dit même tout ce genre d'univers de fantasy dans lesquels on a baigné quand on était enfant. Je pense que Jupiter Phaeton, elle est à peu près de notre génération. Un petit peu plus grande qu'Erika, un peu plus vieille. 34 ans, je crois. Elle a 34 ans. Donc, elle est un peu plus vieille que nous, mais on est à peu près dans la même génération. On est de la même génération. Oui. À 2-3 ans près. Voilà. Donc, on a baigné dans les mêmes références culturelles qu'elle. Donc, forcément, on les voit aussi. Mais en l'occurrence, Harry Potter, ça saute aux yeux, quoi. C'est vraiment... C'est pas du copier-coller, mais... Ouais, voilà. Bon, vous êtes tous à peu près d'accord, sauf sur Game of Thrones, du coup... Non, si, je reconnais quand même l'aspect, ouais, il y a les familles avec leur emblème spécial, leur pouvoir atypique, et, ouais. Il n'y avait pas de Game of Thrones, nous? Pas trop. Non, j'ai pas eu la sensation de Game of Thrones, mais Tara Duncan, oui. Ah bah Tara Duncan, oui. Si vous aviez reçu... Jamais vu Tara Duncan. Oh, tu vas pouvoir le découvrir. Cette chanceuse. Mais le pire, c'est que je dois avoir le tome 6 qui traîne dans ma bibliothèque et j'ai jamais lu en fait les premiers, j'ai juste... je sais pas ce qu'il fait là, je sais pas pourquoi, peut-être que je l'ai confondu avec un tome 1 ou je ne sais quoi et en fait, du coup je l'ai jamais lu. Moi j'aimerais bien, ça fait des années que j'ai envie de me refaire toute la saga, Moi donc aussi. un jour ça arrivera. Bon, question suivante. Pour les personnes ici qui font de la bêta lecture, je pense donc à Rosario et à Marine. Si vous aviez reçu ce livre en bêta lecture, qu'est-ce que vous auriez donné comme conseil à Jupiter Phaeton? Oh, d'abord on va commencer avec Rosa. Rosa, on t'écoute. Elle est horrible cette question. Je peux tirer des sueurs. Ah, vas-y. C'était Je BL pas en tant que professionnel, c'est pas mon job. Mais, non mais on te confie tous déjà, nos bouquins. Juste un énorme travail à faire sur tout ce tel qu'elle nous sort. Du tel. C'est quoi du tel pour les gens de vraies narrations qui invitent à l'émotion ou même juste à la réflexion sur ce qui se passe. Elle est constamment en train d'expliquer ce qui se passe. Au lieu de juste dérouler l'action, elle l'explique. Et c'est agaçant au possible. C'est un style, à titre personnel, hein, c'est un style de narration qui m'insupporte. En fait, le fait de tout expliquer, ça empêche le lecteur de se faire sa propre idée de ce qui se passe dans l'histoire et de comprendre en fait, ne serait-ce que de mettre l'existence d'un sous-texte et d'une double narration, d'une double compréhension et du coup de forcer le lecteur à lui-même essayer de choper les indices de ce qu'il est en train de lire pour comprendre les dessous de l'histoire. Tu as toujours une première lecture où tu découvres machin, et tu as la deuxième lecture avec la profondeur que tu découvres dans le récit, parfois même les références à la vie personnelle, à la vie de manière générale. Et en fait, t'as pas ça quand tu passes ton temps à expliquer il a fait telle action parce que telle raison, tu vois. Du coup, tu peux pas laisser libre cours à l'imagination du lecteur, et c'est vrai que c'est un vrai problème. Et là, on a que ça, et ça se ressent déjà sur le décor, sur la narration, mais ça se ressent aussi énormément sur les personnages. On a des personnages extrêmement stéréotypés auxquels on ne s'attache pas, en fait. Enfin, ça, c'est terrible. Et en fait, remanier tout ce... Donner une profondeur, comme tu dis, ça demande du travail. Le travail, ça prend du temps, sauf que, de toute évidence, ce temps, elle le prend pas. Voilà, c'est tout. En fait, je rebondis sur les personnages. Moi aussi, je BL pas à titre pro. Enfin, j'ai commencé parce que tu m'as formé, mais c'est pas pro, je suis pas professionnelle. Je trouve que, du coup, tous les personnages sont clichés et plats.
ils ont pas de traits de caractère qui les distinguent les uns des autres. Ils sont tous interchangeables, en fait. Et du coup, comme ils sont tous interchangeables, on ne s'intéresse pas à eux parce que ils pourraient être mis ailleurs, que ça serait la même chose. On rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, avec les situations. Et du coup, ça rend l'immersion très difficile parce que ils n'ont pas de pattes personnelles. Moi, ce qui m'a particulièrement dérangée, au-delà de ce que j'ai déjà dit, du fait que j'ai l'impression que la narration ne s'articule pas autour des personnages, mais plutôt que ce sont les personnages qui s'articulent autour de la narration. De l'intrigue. Oui, de l'intrigue. Merci Lupi de me corriger. C'est ces personnages qui sont incohérents, en fait, du coup, parce que comme ils doivent suivre une trame narrative, au lieu que ce soit leur personnalité qui les pousse à commettre des erreurs ou à se mettre dans des situations catastrophiques, où on pourrait dire « tiens, bah, tu l'as bien cherché », en fait, on se retrouve avec des personnages qui ont une certaine incohérence. Par exemple, nous, au début, première journée de cours, elle dit texto dans son texte « je ne suis pas un personnage curieux ». Et 2 fois dans la même journée, elle écoute aux portes. Donc c'est assez dérangeant, on ne sait pas vraiment comment se positionner vis-à-vis de ce personnage. Et du coup, est-ce qu'on a vraiment envie de poursuivre un personnage qui, dès le début du roman, est incohérent ? Moi, je rejoins sur tout ça. Après, pareil, pour parler d'un truc dont on n'a pas parlé encore, c'est dans la forme. Ça Gremlins, c'est normal. Un truc dont on n'a pas parlé, dans la forme, on a trouvé aussi qu'il y avait ce truc où tout est très facile. Enfin, Les noms. Les noms. Ouais, alors les noms, ça c'est encore une chose, mais même dans les tournures de phrases, dans les choix de mots, tu sens qu'il n'y a pas le temps. Tu sens qu'il n'y a pas le temps de réfléchir à... La syntaxe, c'est sujet, verbe, complément. Hein. On s'ennuie. Je retrouve plus d'exemples. Mais l'exemple qui m'avait sauté vraiment, c'était au tout début. Elle parle du symbole de la famille. Au lieu de juste simplement dire leur emblème. Je veux dire, il y a des mots pour ça. Ah oui, oui. On utilise pas en fait les mots précis. Et du coup, on a une narration qui est plus lourde. Et plus pauvre. Qui est pas taude, qui est pas... Il y a plein de trucs comme ça. Moi, je reviens encore sur les noms, l'aspect facile des choses. Les haches, donc la cendre, ils ont les cheveux blancs, leur emblème c'est le phénix. Son chat, il s'appelle Neko. Ouais. Le chat, il s'appelle chat. Le chat s'appelle chat. Non, je suis désolée. C'est tous des petits éléments qui séparément ce serait pas dérangeant, mais là ça s'accumule en fait. C'est ça, c'est une accumulation. On va tout le temps au plus rapide, on va tout le temps dans la facilité quoi. Ouais, tout à fait. Donc il y a ça. Moi il y a un truc qui m'a vraiment sorti de ma lecture, je reviens dessus, c'est que texto, dans ce roman, il y a tout un passage où c'est une scène qui est dans une librairie, et tu as tout un passage où elle te parle de Harry Potter. Et je trouve que dans un roman qui parle de magicien, moi ça m'a fait vraiment sortir de ma lecture, tu vois, et puis là j'étais en mode, là tu viens de me donner envie de relire Harry Potter, tu viens de me donner envie de fermer ton livre et d'aller regarder la film Harry Potter, tu vois. En fait, juste ça. Nous, on s'est fait la remarque avec Erika, en tout cas toutes les deux, qu'on avait envie de relire Tara Duncan. Oui, tout le temps. Oui, tu vois, en fait, parce qu'on a plus envie plus envie de lire d'autres trucs, continuer ce roman, en fait. Et c'est en partie pour ça qu'on a arrêté. Hein. Parce qu'on avait envie de lire autre chose. Il y a d'autres choses qui m'ont dérangée, mais je sais pas si ça répondrait à la question, donc je pense peut-être que t'en parles plus tard. On va y revenir. Là, on a parlé pas mal des personnages. Alors, vous nous avez dit qu'ils étaient plats, qu'ils étaient stéréotypés. Qu'ils n'avaient pas d'évolution, en tout cas dans ce qu'on a lu. On n'a pas vu d'évolution. Pas de profondeur. Donc dans les personnages, dans leur globalité, moi j'ai une question sur ce que je vais appeler l'héroïne phaétonienne. Parce que sur son site, elle nous dit clairement qu'elle crée des héroïnes badass et têtues à souhait. Ce sont ses mots. Est-ce que les héroïnes de vos livres étaient comme ça ? Non. Je sais pas si elle évolue et qu'elle devient badass, puisqu'on a lu que 35%. Têtue, oui. Elle est têtue parce qu'elle est un peu insupportable en fait.
Moi, je me suis pas attachée à Kira, en tout cas. Pour le moment, en tout cas, je ne la trouve pas badass. Et je ne sais pas ce qu'elle appelle badass, en fait. Qu'est-ce qu'elle met derrière ça? Parce qu'on a tous notre définition. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui va devenir super fort dans la narration? Après, on peut pas savoir, tu vois. Mais la définition de chacun, moi, je sais pas ce qu'elle met derrière ce terme. Oui, mais si le terme badass veut dire une femme forte, indépendante et qui prend sa vie en main, Kira ne répond pas, en tout cas pendant les 35 premiers pourcents, elle ne répond pas à cette définition. Après, il y a cet homme, elle a le temps de Il y a devenir cet homme, elle a le temps de devenir badass, mais en tout cas, de ce que nous on a lu, elle se victimisait beaucoup. Pleurnicheuse. Très pleurnicheuse. Elle était soumise au monde extérieur qui la maltraitait en fait. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a vécu, en tout cas, pour les 35%, premiers pourcents du tome 1. Voilà, pour me faire l'avocat du diable, je pourrais vous répondre que vous n'avez lu que 35%. Ah, mais que on a lu que Donc, 35% voilà. Du premier tome, il y en a 7 de sortie. Voilà. Elle peut tout, elle a le temps de devenir badass. On peut espérer qu'elle évolue par la suite. Ah oui. Oui. Est-ce que vous allez continuer pour le savoir? Je suis navrée, mais non. Non. Alors de l'autre côté, on a Kathleen H comme héroïne principale. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle nous a tellement marqué qu'on se souvenait très bien de son prénom, tu vois. Oui, c'est Jessica, je sais pas pourquoi, c'est un peu montrant. Après, c'est pareil, quand on s'est arrêté. Peut-être qu'elle le devient, hein. Ouais, Et quand on s'est arrêté, on on a lu qu'un tiers du livre, donc. C'est une fille qui subit un peu son existence, quoi. Elle est pas plus têtue que ça, hein, parce qu'elle tient pas tête. Enfin, en fait, elle me fait penser un peu d'Action de Briseis dans 3. C'est-à-dire qu'elle se défend quand on l'insulte, et c'est les chiens ont ce genre de courage, tu vois. Donc est-ce qu'on peut dire qu'elle est badass et têtue? Je ne sais pas. Je suis assez d'accord. Elle fait le minimum tandis qu'elle. Mais c'est marrant parce que le personnage que vous me décrivez, c'est celui qu'on a eu. Hein. Ouais, c'est vraiment. Donc en fait, d'un livre à l'autre, C'est le même personnage, quoi. Mais quand vous étiez en train d'écrire Kira, du coup, j'étais en train de dire, bah ouais, en fait, on a eu la même, quoi. Ah, c'est terrible. Elle a juste été transposée à une autre histoire, et Ouais. c'est dommage. Ah, final, ça. Oh, punaise. Après, on peut se dire Après, que 16 Quand sagas en tu vas 7 ans. Après, peut-être qu'elle aime juste un certain type de personnage pour son héros. Hein. Fais des redites, quoi. Alors, vous avez parlé en même temps Rosa et Marine. Donc, est-ce que Rosa, tu peux redire ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Non, c'est moi, excuse-moi. Je dis, ça va encore une fois dans le sens, quand tu écris 15 romans par an, bah tu peux pas chercher midi à 14h, quoi. Tu reprends les mêmes personnages et puis hop, tu les remets dans. Tu les transposes de route, quoi. C'est ça. C'est ça en fait. En vrai, j'aurais aimé lire son livre sans savoir que c'est une autrice qui écrit 15 romans par an. Et est-ce que je me dis, est-ce que ça va pas fausser un peu notre regard? Est-ce que, en tant qu'autrice, tu vois, on voit toutes ces ficelles-là et je me dis que si je devais écrire 15 romans dans l'année, bah, j'utiliserais les mêmes ficelles, quoi, tu vois. Je ferais ça aussi, je reprendrais le même schéma. Après, contrairement à Guillaume Musso qui est en maison d'édition, Jupiter Phaeton, elle est en auto-édition, elle a le choix aussi de travailler, elle n'a pas une commande de la maison d'édition, tu vois, elle a le choix de ses deadlines et elle a le choix de prendre plus de temps pour rédiger ses romans si elle le désire, donc l'un dans l'autre... Sauf qu'elle a l'absence de choix lié au fait qu'elle vit de l'auto-édition et que si tu n'es pas constamment en train de publier avec ce format d'édition-là, tu n'en vis pas. Et c'est un cercle vicieux du coup. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un peu une pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, c'est un modèle économique où, pour pouvoir verser des intérêts à tes clients, à tes épargnants, tu es obligé de constamment recruter de nouveaux épargnants. Ouais, en fait, tu payes les intérêts à tes épargnants grâce aux revenus que t'apportent constamment les nouveaux épargnants. C'est ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. Sauf qu'il y a un moment donné, tout s'effondre. Au début, ça marche, mais à un moment donné, ça se casse la gueule, forcément. Il y a eu plusieurs cas comme ça, d'arnaques à grande échelle qui étaient des pyramides de Ponzi. Et il y a toujours un moment où ça se casse la gueule, en fait. Et le fait d'écrire comme ça, de sortir un bouquin par mois, et puis d'être dans cette cadence qui est effrénée, ça me fait penser à ça, en fait.
C'est précisément ce qu'elle dit dans son interview qu'elle fait dans le podcast de Margot de Seine et Maura Turé, parce qu'elle l'a interviewée pour savoir comment elle faisait tout ça. Et elle dit qu'en fait, elle investit constamment dans des nouveaux livres qui épongent en fait les frais qu'elle engendre. Donc finalement, oui, elle fait énormément de chiffre d'affaires, mais ce chiffre d'affaires, il est absorbé par tous les frais qu'elle doit avancer pour le reste. Pour produire. Ah bah, quand tu produis un livre, le livre a un coût. C'est pour ça que les maisons d'édition à compte d'éditeurs prennent en charge, etc. Mais et se remboursent via les ventes, parce qu'ils avancent les frais eux aussi. Mais quand on est en auto-édition, les gens s'en rendent pas toujours compte, mais payer un graphiste pour la couverture ou un illustrateur. Si on veut des illustrations pour faire la promotion, pour des marque-pages, je ne sais quoi. Si on veut des goodies, si on veut se payer une correctrice, oui, parce que c'est super important de faire de la correction de son roman. Bêta-lectrice professionnelle. Pardon ? Elle dit quoi ? Quelque chose que je peux reconnaître à Jupiter, c'est qu'elle dit qu'elle a plusieurs correcteurs. Justement, parce que comme elle fournit énormément, ils n'ont pas le temps de suivre la cadence, donc elle en a plusieurs. Donc on est au moins sûr qu'au moment elle fait appel à des correcteurs pour corriger ses romans, et ça c'est tout à son honneur. Oui, et elle le dit... Parce qu'il y a certaines maisons d'édition qui ne le font pas. Voilà. Ça c'est vrai, il y a beaucoup de maisons d'édition qui rognent sur les coûts maintenant et qui rognent principalement sur la correction. Mais ça elle le dit sur son site... Et ça se voit direct. Hein. Elle dit sur son site l'importance, dans les conseils sur les auteurs, pour les auteurs, elle dit l'importance de la correction et qu'il faut vraiment passer par des correcteurs professionnels. Elle le dit. Mais d'ailleurs, Non, mais c'est vrai, elle a raison, c'est pas quelque chose d'optionnel. Il y a des auteurs, ils sont tellement pressés quand ils ont fini leur premier jet, ils font à peine une bêta lecture, à peine une relecture par eux-mêmes pour s'auto-corriger, pour revoir, pour réécrire, pour retravailler leur texte, etc. Ils sont tellement pressés, ils contactent la correctrice. La correctrice donne un créneau, ça va pas assez vite, ou alors on répond pas assez vite, ou je sais pas parce qu'on est en vacances, on est en week-end, voilà, on sait pas trop, et on perd un contrat comme ça juste parce que ça va pas assez vite pour eux, tu vois. C'est faut que ce soit fait tout de suite, quoi. Et quand tu vois, du coup, je suis dans les coulisses d'un peu tout le monde, c'est ça qui est drôle. C'est quand tu vois certains textes, justement, des gens qui sont ultra pressés pour faire leur correction. Et ce qu'ils envoient parfois, c'est limite un brouillon. T'es sûr que t'as réécrit, t'es sûr que tu l'as fait bêta lire ton texte parce que là, on peut t'en citer une centaine si tu vois un pépère. Et non, il faut que ce soit corrigé et tu peux être sûr qu'après, machin est publié dans les semaines qui suivent et tu sais ce que ça vaut au final. Et c'est pas. Ils vont se faire éclater à la critique, mais voilà, c'est leur choix, ils ont voulu aller vite et tant pis. Hein.